Bonjour à tous et bienvenue donc à ce petit live du réveillon de Noël. Mesdames et messieurs, bienvenue au direct du Zigli. Nous sommes le 24 décembre 2024. C'est le réveillon de Noël. Bienvenue à ce petit direct. Comme je l'annonçais tantôt, nous sommes le mardi 24 décembre 2024. Nous sommes donc à la veille de la fête de Noël pour les chrétiens. Chose promise, chose due. J'ai promis faire un petit live, mesdames et messieurs, et vous pouvez lire ce qui s'affiche sur l'écran de mon téléphone. Bienvenue donc au direct du Zigli. J'exprime toute ma gratitude, toute ma reconnaissance à ceux qui me suivent à travers le monde. Je vais saluer particulièrement en cette veillée de la fête de Noël les habitants de mon village natal, Aïkalan Minkoul, du côté de Sa, par les Sogué. Je salue tous les fidèles et croyants de la grande paroisse de Nkolmebanga. Aujourd'hui, ça sera la messe de la veille de Noël. C'est une messe à laquelle j'assistais toujours dans mon enfance, quand j'étais tout petit. J'allais du côté de Nkolmebanga, la paroisse Saint-Mathieu de Nkolmebanga. J'aimais beaucoup les guirlandes qui étaient faites et décorées au niveau des frères maristes du collège Ébulier. Ça scintillait, ça illuminait ces villages qui étaient trempés, plongés dans l'obscurité la nuit. J'ai gardé ce souvenir de mon enfance en Kolmebanga, en passant par le collège Ébulier. Jamais je n'ai raté la messe de minuit, messe Malou, le 24 décembre. J'allais toujours observer, admirer, contempler la crèche qui était dressée dans la grande paroisse de Nkolmebanga. Et par la suite, j'admirais les décorations de Noël, les guirlandes faites par les frères maristes, le frère Lavoie particulièrement, et le reste, le frère Potvin, et je crois la sœur Émilienne qui nous ont formés au collège Bullier de Nkolmebanga. Je marquais un temps d'arrêt pour observer ces lumières, moi tout petit. Après cela, je rentrais dans les ténèbres des Kalan Minkoul. Il n'y avait pas de lumière, pas d'eau. Alors, je salue mes oncles du côté des Bebda. Je salue les oncles de ma mère du côté de Menyimbasa. À l'entrée de mon atelier, je salue tout simplement mes nombreux followers à travers les quatre coins du Cameroun, au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Je salue tous les chrétiens du Cameroun, je salue tous les chrétiens du monde. Je salue mes nombreux followers à travers le monde, vous qui me suivez dans les quatre coins du monde, vous qui me suivez particulièrement du côté des Amériques, vous qui me suivez du côté de l'Europe, de l'Asie, de l'Océanie, de l'Antarctique. Et j'aime le dire aussi avec un peu d'humour, je salue tous ceux qui me suivent en enfer et même au paradis. Comme vous le savez, je suis fortement ancré dans la culture chrétienne. J'ai un ancrage spirituel chrétien très fort. La culture judéo-chrétienne a énormément influencé mon éducation et ma vision du monde. J'ai également une pensée pour ma famille biologique nucléaire. Je souhaite un joyeux Noël à ma mère qui se trouve actuellement du côté des Mana. Je souhaite un joyeux Noël à mon papa du côté des Kalan Minkoul. Je souhaite un joyeux Noël à mes frères et sœurs, à mes oncles et tantes. Peut-être tous n'ont pas pu obtenir quelque chose de moi. Malheureusement, je peux donner à tout le monde, mais je vais me rattraper et me racheter. Je souhaite un joyeux Noël à la petite famille Zogo, à mon épouse, ma charmante épouse, à mes charmants enfants qui sont là. Et nous avons fait des petites courses. Nous allons passer le réveillon en famille, comme toutes les familles. J'ai une pensée pour tous les enfants du Cameroun, du monde entier, qui passent Noël dans la maladie, dans la souffrance, dans la difficulté, qui ne peuvent pas avoir un cadeau, qui ne peuvent pas se nourrir. Je suis en communion, en parfaite communion avec vous. Une fois que je l'ai dit, mesdames et messieurs, je vais donc vous prier de partager très abondamment ce direct avant qu'on aborde les choses essentielles et utiles. Partagez ce direct. Je vais repréciser le contexte. Je présenterai mes vœux le dimanche 29 décembre à 14 h et j'aborderai donc dans cette séance de vœux le mal qui gangrène le Cameroun, ce serpent de mer, la corruption. Je n'ai pas voulu faire l'amalgame, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais un peu parler de la galaxie Ngongo et de notre maman, la première dame Chantal Biya, et du reste, de manière polie et respectueuse.
En attendant, je salue tous ceux qui suivent mes directs en crocodile, en caïman, qui me vouent une haine viscérale, mais qui s'abreuvent de mes directs. Moi, je ne déteste personne. Je suis un Zigli. Et le Zigli ne dit que la vérité et rien que la vérité. Je peux me tromper, je n'ai pas la science infuse. Sur ce, je vais diffuser cette petite sonorité que j'adore, qui est comme mon hymne et que vous allez désormais suivre comme générique dans tous mes directs. Et j'adore beaucoup sa musique. Elle est partie, c'était une brave dame. Elle s'appelait Betty Betty. Alors, partagez le direct. Dans 3 minutes, nous allons aborder le vif du sujet. Nous allons rentrer dans le vif du sujet. Partagez le direct, je vous laisse sur cette belle musique sur laquelle je n'ai aucun droit. C'est une musique que j'affectionne beaucoup. Joyeux Noël à vous. Bon réveillon. Paix à son âme, Betty Betty. Partageons le direct, je n'ai aucun droit sur cette musique. Merci à toi, Jacques Save, de partager, de mettre des cœurs. Merci à tous ceux qui suivent en crocodile, en caïman. Merci de ne pas reconnaître le travail des autres. Merci à toutes les célébrités qui nous ont quittés. Partageons le direct pour ceux qui le veulent bien. Et ceux qui ne veulent pas, qui ne partagent pas. Le Zigli ne suit plus personne. Je fais passer mon message. Basta. Et après, vous irez vous en abreuver. Allez suivre les directs où vous mettez des vues, des cœurs, des étoiles. Vous êtes libres. Moi, c'est pour faire passer le message. Bonjour à toi, Juste Jeanne. Merci. Joyeux Noël. Mon évangile vous chicote, que vous aimiez ou pas. Après, vous serez 4 000, 5 000, 10 000 à avoir regardé. Tant pis pour vous. Vous n'êtes pas courageux, vous n'assumez pas. Je suis l'une des fines crèmes, l'un des plus pointilleux analystes, des opinionnistes. Je suis un opinionniste. Meilleurs vœux à toi, Doc Bolan. Comme je le disais, je présenterai mes vœux le 29 décembre à 14 h. Et en toile de fond, nous allons aborder la problématique de la corruption qui est une gangrène au Cameroun. Aujourd'hui, nous allons parler de la galaxie des Nanga, de la première dame de Ferdinand Ngongo et de mon cadet Cléopas Medoulou. Merci Stéphane Indezoum Awono. Merci mon frère, joyeux Noël. Dédicace spéciale. J'adore cette musique. Salomé Atangana, joyeux Noël ma soeur. J'adore sa musique, Betty Betty. Je n'ai aucun droit sur cette musique. Je salue sa famille et nous avons une pensée pour le repos de son âme. Ça, c'est la musique des Zigli. Il y a Betty Betty, Marie Arcangelo de Monaco et Marthe Zambo et je crois aussi la doyenne, comment on l'appelait là. J'affectionne énormément leur musique. Cyril No Awono, merci, joyeux Noël. J'affectionne beaucoup cette partie. Les armées du Cameroun, la police, l'orchestre de la police aimait beaucoup jouer ça. C'est une musique que le président Biya affectionnait aussi beaucoup.
l'orchestre de la garde présidentielle. Je n'ai aucun droit sur cette musique. Joyeux Noël à vous tous sur cette belle sonorité. Une voix d'or, des talents qui n'ont pas profité de l'art. André Mbarga, bonjour, joyeux Noël, merci. Je vous consacrerai 5 minutes à la fin pour vous souhaiter de manière nominative un joyeux Noël. Nous allons bientôt mettre un stop à cette séquence musicale. Joyeux Noël à toute la police camerounaise, à l'armée du Cameroun. Oui, Titi Dima, Marthe Zambo, Anne-Marie Ndié, Betty Betty, des vrais divas, absolument. Merci à toi, Chantou, MDG, bonne fête de la nativité, joyeux Noël, bon réveillon à toi et à toute ta petite famille. Betty Betty, je n'ai aucun droit sur cette musique. Quel talent! Oh, ma grande sœur Pauline Rosaline Tolo, joyeux Noël. Lambere d'Embere. J'aimais beaucoup quand l'orchestre de la police reprenait ça avec l'arrivée du chef de l'État au boulevard du 20 mai quand je croyais encore au président Biya. La musique des Zigli. Alors, on va s'arrêter là, merci. La vie, ce n'est pas que dans la fête. Il y a un temps pour faire la fête, un temps pour rire, un temps pour être content et un temps pour être sérieux. Alors, mesdames et messieurs, en cette veille de la fête de la Nativité, permettez que je vous renouvelle, n'est-ce pas, mes vœux de joyeux Noël. Je vous souhaite de passer d'agréables fêtes de fin d'année et particulièrement la fête de Noël, qui est une fête très populaire dans le monde, qui est connue partout. C'est la fête des enfants. Offrez des cadeaux à vos enfants, chérissez-les, et c'est l'occasion de vous retrouver en famille pour faire le point, le bilan, et pour pouvoir avancer. Alors, mesdames et messieurs, aujourd'hui, j'ai décidé exceptionnellement de parler à notre première dame, respectueusement, à son frère et cousin, M. Ferdinand Ngongo, à son neveu, Cléopas Medoulou, à tous mes compatriotes, frères et sœurs Nanga et Boko, et à tous mes compatriotes, frères et sœurs Boulou. Et sans haine et sans animosité, mon message se veut un message de paix et d'amour. Mon message se veut un message de paix et d'amour. Je ne veux pas qu'il soit récupéré et catalogué parce que, comme j'aime le dire, en tant que Zigli, on dit chez nous les Ekanke, Bebela Tignep ou Carmognon. Il ne sert à rien de vivre dans l'hypocrisie. Tu as quelque chose dans ton cœur, comme on dit au village, contre ton frère, ta soeur, et tu ne le lui dis pas. Et les directs que nous faisons sont immortalisés. Ils vont rester pour la postérité. Vous voyez comme ce qui se passe en Syrie, c'est ça qui va permettre de démêler les chevaux et de pouvoir innocenter des gens qui n'ont jamais cautionné ce qui s'est passé. Ils n'ont jamais été d'accord et ils ont toujours dit non. Donc, mon direct est une espèce de testament pour la postérité et l'avenir. Ce n'est pas une attaque contre la première dame du Cameroun. Ce n'est pas une attaque contre le haut dignitaire, le grand frère Ferdinand Ngongo. Ce n'est pas une attaque contre mon cadet, Cléopas Medoulou. Nous sommes tous des écans. Ce n'est point une haine vis-à-vis de mes frères et sœurs Nanga et Boulou. Mais c'est tout simplement une manière de causer avec eux en famille, d'attirer leur attention
devant la grande famille du Cameroun. Une fois que je l'ai dit, c'était pour planter le décor, j'aborde donc le vif du sujet. Pourquoi j'ai décidé aujourd'hui de m'adresser à ces trois personnalités et à ces deux grandes communautés du Cameroun? Comme vous le savez, le Cameroun est une mosaïque de plus de 250 ethnies. Je n'aime pas le mot peuplade parce qu'il se veut un peu réducteur. Pourquoi j'ai décidé de m'adresser à eux? Parce que la situation a atteint ce qu'on appelle son paroxysme. Le mal a atteint son point d'orgue, son point culminant. Et comme le mal du Cameroun, c'est la peur. Les gens ont peur. Les gens n'osent pas parler. Ils connaissent la vérité, ils se cachent. C'est le plus grand danger qui guette le Cameroun. La peur. Les gens sont ankylosés, ils sont pétrifiés. Ils ont une peur mortifère. Ils pensent que dire la vérité à quelqu'un de manière courtoise, polie, respectueuse, avec toutes les civilités, c'est une offense. Non. Alors, il y a un courrier, une correspondance du secrétaire général de la présidence de la République qui a sonné et tiré la sonnette d'alarme. Elle date de novembre 2024. Je vais vous la lire, je vais vous la partager. Et quand j'ai eu connaissance de cette correspondance, j'ai dit, ces gens, décidément, ils n'ont peur de rien. Ces gens ne reculent devant rien et foncent tête basse vers un suicide collectif. Et je vais donc modestement leur rafraîchir la mémoire en lisant avec vous, en vous faisant l'honneur de lire et de partager avec vous cette correspondance du secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun. Lisons-la ensemble, mes chers frères. Et à partir de cette correspondance, donc, j'ai pu détricoter le mal qui ronge la première dame et sa galaxie. Alors, voici cette correspondance. J'en appelle à votre attention. République du Cameroun, paix, travail, patrie. Présidence de la République. Les anglophones vont faire un effort parce qu'ils sont très bilingues par rapport à nous, les francophones. Correspondance numéro B110, correspondance numéro B11, 04, secrétariat général, président de la République. Référence, pas de correspondance antérieure. Le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, adresse une correspondance au ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux. Tous sont des ministres d'État au Cameroun. Lisons la correspondance, elle est très brève. Objet, mise à disposition pour emploi des auditeurs de justice. Pour les nuls auditeurs de justice, ce sont les magistrats fraîchement sortis de l'ENAM, l'École nationale d'administration et de magistrature. Objet, mise à disposition pour emploi des auditeurs de justice, diplômés de l'ENAM en attente d'intégration. J'ai l'honneur de vous faire connaître que le chef de l'État vous prescrit de mettre les auditeurs de justice diplômés de l'École nationale d'administration et de magistrature ENAM pour emploi auprès des parquets d'instance en attendant leur intégration et leur affectation définitive. Je vous saurai gré de me rendre compte de vos diligences pour sa très haute information. Signé Ferdinand Ngongo, le 29 novembre 2024. Cette correspondance est passée inaperçue. Et lorsque je l'ai vue, j'ai dit c'est incroyable. Décidément, ces gens ne changent pas. Ces gens ne reculent devant rien. C'est ce que d'autres ont appelé les très hautes instructions. Voilà le secrétaire général de la présidence de la République
lui-même ministre d'État, qui s'adresse à un autre ministre d'État, Laurent Esso, ministre de la Justice et garde des Sceaux, sur haute instruction, et lui donne l'ordre au nom de Paul Biya d'affecter les jeunes magistrats sortis de l'ENAM dans les parquets, les tribunaux et palais de justice. Alors, je vais vous expliquer techniquement pourquoi cela est grave. Cela est très grave. Et cela met en nu et en exergue le blocage de nos institutions. Comme vous voyez en France actuellement, tout est bloqué. Tout est sclérosé. Rien ne marche. Tout fonctionne désormais au Cameroun sur très haute instruction. Et nous l'avons décrié. Les gens ont parlé. Ferdinand Ngongo ne recule pas. Je vais vous dire pourquoi nous en sommes arrivés là. Alors, dans le direct d'aujourd'hui, je vais planter le décor. Il y a 3 personnalités qui cristallisent l'attention et qui sont responsables de cette situation. Lorsque le président Paul Biya va perdre sa première épouse, la regrettée Jeanne-Irène Biya, paix à son âme, le président Biya va décider de refaire sa vie, comme on dit au quartier, dans les chaumières. Il va donc prendre en seconde noce notre charmante sœur, scintillante, jeune, Chantal Vigourou. Il va l'épouser. Il va épouser une très jeune femme, très belle, qui va marquer les esprits, qui va moderniser et qui va nous faire un peu, pas oublier l'ex-première dame, mais penser la souffrance qu'il y avait dans nos cœurs. C'était une dame de cœur, d'une grande humilité, très sympathique. On va se dire, oh, le président a eu une jeune femme, belle, dynamique, pétillante, honneur à la jeunesse. Dans ces calculs, j'imagine sans doute, sans lire dans les pensées du Nyongi, du président de la République, que son objectif était de calculer ces derniers jours, qu'il sera accompagné par sa femme, qui va prendre soin de lui, comme nous tous. Moi-même, je suis plus âgé que mon épouse. Il y a un écart d'âge. Mais je ne l'ai pas fait par calcul, mais il était normal quand même que le président Biya, qui épouse notre jeune sœur Chantal Vigourou, originaire de Dimako, à l'Est Cameroun, pensait à ces vieux jours. Et nous tous, nous allons y passer. Nous serons fatigués, vieux, et nous allons compter sur nos femmes. On ne peut pas le reprocher au président Biya. Bon, des voix se sont élevées pour dire, ouais, excellence, à gauche, à droite. Moi, je ne vais pas rentrer dans ça. Le président Biya a cru devoir bien faire en prenant sa jeune épouse. Alors, aujourd'hui, le problème qui se pose est que cela se retourne contre le président Biya de manière polie et respectueuse. Je n'ai rien après la première dame. Vous savez ô combien je l'ai toujours apprécié, je l'ai toujours respecté. Mais, comme on a dit, Bela Tinyop, ou Tong Monyongandai Bot, Maman Chantal Biya, tu comprends le Mangisa. Parce que tu es avec Bikele, qui était Mangisa de Voaban. Et les Nanga sont les Ekang. Bebela Tinyop, ou Karmonyongandai Bot. Ferdinand Ngongo. Bebela Tinyop, ou Karmonyongandai Bot. Medoulou, Cléopas. Bebela Tinyop, ou Karmonyongandai Bot. Moi, je ne sais pas parler le Mongo et Wondo. J'aurais dit ça en Mongo et Wondo ou en Nanga. Alors, le résultat donc de ça, que le président Biya, qui fait un calcul et se dit, bon, je vais épouser une jeune femme, dans ma vieillesse, quand je serai déjà Kakoshim. Kakoshim veut dire croulant, fatigué, c'est normal. Il est né en 1933, il est même très solide. Mon épouse va prendre soin de moi. Alors, nous constatons donc que, au lieu que le président Biya soit pris en charge, il est plutôt pris en otage. Le président Biya est plutôt pris en otage. La fin de règne du président Biya devient un cauchemar pour les Camerounais. Au lieu qu'on s'occupe de lui, il est pris en otage, il est instrumentalisé, il est manipulé et des choses sont faites en son nom. Et le navire coule, le bateau sombre
Il n'y a personne pour dire que avec le dame dit, ça canidam. Canidam, comme disaient les étoiles Manguissa. Il n'y a personne. Le président Biya, actuellement, de ce que nous entendons au palais, nous ne sommes pas là-bas. Mais ça nous trouve dans nos chaumières, dans nos bas-fonds et dans notre lointain exil. Il nous revient que celui qui s'occupe de la toilette du président Biya, ce qui est normal, il est âgé, de couper ses ongles, c'est le neveu de la première dame, Cléopas Medoulou. Cléopas Medoulou est un jeune homme qui a été propulsé intendant adjoint à la présidence de la République. Et nous le remercions de s'occuper du président de la République, du patriarche, qui est déjà fatigué, qui ne peut plus tout faire, et c'est normal. Mais seulement, en s'occupant du patriarche, ils en ont profité pour l'instrumentaliser, pour le manipuler. Le centre de décision du pays s'est déporté vers des officines officielles et publiques vers un cabinet noir. Maintenant, la conséquence donc de ça, c'est que même les correspondances du président Biya, je vois quelques Nanga et Boulou se déconnecter déjà, sont lues par Cléopas Medoulou, mon petit frère, mon cadet. Je ne suis pas jaloux de toi. C'est juste que Babala Tignap au Carmognon Andaibot. Et on me dit que le petit Medoulou, Cléopas, qui est devenu incontournable, qui dirige le cabinet noir, c'est lui qui lit les correspondances du chef de l'État, du président de la République. Tout ce qui arrive au palais, il lit. Et désormais, ce pouvoir informel qui lui a été donné sur le président de la République du Cameroun, le chef de l'État, lui a conféré beaucoup d'influence, beaucoup de pouvoir, au point où tous les Tchinda, tous les flagonneurs, tous les courtisans se ruent vers Medoulou, les visiteurs du soir, et lui demandent, « Excellence, qu'est-ce que tu as vu sur nous là-bas? Qu'est-ce qu'on dit sur nous? Qu'est-ce qu'on dit? » Et le petit Cléopas Medoulou est donc chargé de trier, de dire, « Toi, il n'y a rien sur toi. Toi, il y a ceci sur toi. Toi, viens me voir. » Et le mot de passe au palais est désormais devenu, « Toi, tu as tel problème, il faut voir avec la mère. » La mère ici, c'est notre maman Chantal Biya, la plus belle, la première dame. Le centre de décision du pouvoir s'est déplacé. Il y a eu émergence de ce qu'on appelle les forces centripètes qui fuient la périphérie, le centre et se réfugient vers la périphérie. Voilà. Le nouveau centre du pouvoir, il y a un trio magique. Le trio magique est constitué de Medoulou, qui s'occupe des besoins primaires du chef de l'État. En même temps, il en profite donc pour jouer la pluie et le beau temps. Parce que c'est lui qui lit les correspondants. Le président Biya est fatigué, vieux, il ne peut plus tout lire. Il dit à Medoulou, ça s'appelle le syndrome du grand-parent. Lis-moi ça, et je vais écouter moi-même. Quand je n'ai plus mes lunettes, j'appelle ma fille ou mon fils, je leur dis, lisez-moi ça. Je n'ai pas mes lunettes, l'écriture est petite, mes enfants lisent. Il me souvient que mon grand-père Tirongolo, c'était un grand planteur. C'est ça que j'appelle le syndrome du grand-parent. La parabole du grand-parent. Il m'appelait toujours que Zoramongo. C'était un grand planteur. Quand on allait vendre le cacao, on savait qu'il a beaucoup d'argent, mon oncle. Il prenait le sac d'argent, il me donnait, il dit cash. Lui, il marchait devant, il marchait derrière, je suis devant. Dès qu'on le voit, on dit, Tirongol, il dit, je n'ai rien. Je n'ai rien. Il dit, voilà mes poches, il sort ses poches, il n'a rien. Quand il y avait un visiteur, il me dit, Zoramongo, il sort avec un billet. Il me dit, Tangya. Je lui dis, Mbamba, Toxinitan. Il sort l'autre, il me dit, Zoramongo, Tangya. Je lui dis, Mbamba, Toxin le wom.
Il vient avec un autre, il me dit, je lui dis, toxine Iba. Avec un autre, il sort, je lui dis, toxine Mintermitan. Pour ceux qui ne comprennent pas, mon grand-père, mon ongolo, Tigongolo, se référait à moi pour identifier ses biais. Il n'arrivait plus à compter les biais. Il ne savait pas. Pour se laver, c'est moi qui chauffais l'eau, qui mettais l'eau au soleil, j'allais poser, je mettais l'eau au banc, il se lavait. Je venais avec la serviette, il se nettoyait. Je mettais l'huile au moine Menyeng sur lui. Il restait au soleil, après il repartait. C'est normal. On s'occupe des ancêtres, des grands-parents, des aînés. Mais il ne faut pas en profiter pour les instrumentaliser, pour les manipuler et pour détruire la communauté et tout simplement le pays. Alors, les pouvoirs qui ont été donc conférés à notre cadet Medoulou, Cléopas, le neveu de la première dame, nous le remercions de prendre soin du patriarche, du président de la République, du chef de l'État. Mais nous nous inscrivons en faux contre l'instrumentalisation et la manipulation du chef de l'État, du patriarche. Ça s'appelle en droit pénal abus de faiblesse. Abus de faiblesse. Tout un cabinet noir s'est donc créé autour du président de la République, du chef de l'État. Ils ont tout verrouillé. Ils mettent le chef de l'État dans une bulle. Personne n'entre dans cette bulle. Dans cette bulle, ce sont les Nanga. Medoulou Cléopas, le colonel Evina et consorts. Il y a donc un trio magique qui dirige le Cameroun. Ce trio est constitué des personnes suivantes. Au bas de l'échelle, c'est Cléopas Medoulou, qui s'occupe de la toilette du président, de lire ses correspondances, ses courriers, de tout verrouiller. Et il est entouré par la sécurité présidentielle, le colonel Evina et le reste. Le deuxième cercle, donc, c'est Ferdinand Ngongo. Ferdinand Ngongo qui a donc créé ce qu'on appelle un laboratoire autour du chef de l'État, du président de la République. La task force. Ferdinand Ngongo a avec lui des chercheurs, des stratèges qui réfléchissent dans le laboratoire qu'ils appellent task force. Ils procèdent par le ciblage des personnalités influentes, libres, crédibles, susceptibles de dire la vérité au président Biya. Ils procèdent par élimination. Ils les ciblent. Ils contrôlent les points faibles, les points forts. Ils mettent en place un appareil étatique d'espionnage, de contre-espionnage. Et ils ont tout un système constitué de bangandos, constitué de pseudo-hommes d'affaires, constitué de pseudo-ministres, de pseudo-directeurs et des sécurocrates et des bidas et barbouzes. C'est le deuxième cercle. Le troisième cercle, donc, qui prend les décisions, est celui de la maman, la première dame, Chantal Biya, ma grande sœur, la plus belle. Et ce trio est donc en train de mener le Cameroun dans les fonds abyssaux. Parce que tout le monde a peur. Personne n'ose parler, personne n'ose leur dire Vous avez vu Bachar el-Assad, non? Jusqu'à la dernière minute, sa galaxie était autour de lui, persuadé qu'il dirigeait bien, il menait bien le pays, jusqu'à ce qu'eux tous ont coulé. Et Bachar el-Assad, sa femme, ses enfants, sa fratrie, sa galaxie, ils se sont sauvés à Moscou. Cela me rappelle Ben Ali, qui dormait dans son palais. Sa femme allait, faisait n'importe quoi avec sa belle famille, et on leur assurait que tout allait bien, jusqu'à ce que les émeutiers encerclent le palais, et que l'aide de camp de Ben Ali vienne lui dire que, Excellence, nous ne pouvons même plus t'évacuer. Comment on fait? Il a toujours été rassuré par sa galaxie familiale. Alors, autour donc de ça, ce système qui a été mis en place, voilà ses conséquences. Les conséquences, c'est ce que mon neveu, comment on l'appelle là, le professeur Messanga Yamding a toujours dit, un système parallèle a été créé autour du président Biya. Un système qui contourne le système officiel. Une république parallèle
a été créé autour du président Paul Biya, guidé par ces trois personnages, Cléopas Medoulou, Ferdinand Ngongo et la maman, la première dame, la plus belle, notre mère Chantal Biya, qui va présider aujourd'hui l'arbre de Noël, quelque part en Goussou. C'est très bien, les œuvres caritatives. Alors, c'est donc au sein de ce cabinet noir, de cette république parallèle, que tout se négocie, que tous les rendez-vous se prennent et que les rôles sont repartis. Et comme je vous le disais, Cléopas Medoulou profite, n'est-ce pas, du petit rôle qu'on lui a confié, s'occuper du président, et il lit les correspondances, il contrôle tout, il verrouille tout. Et dès que tu vas le voir, il te dit qu'il faut voir avec la mère. C'est la mère qui peut résoudre ça. Ferdinand Ngongo est chargé d'élaborer des stratégies dans son laboratoire noir. Vous savez, un laboratoire fonctionne avec des chercheurs. Les chercheurs ont des primes de recherche. Plus tu innoves, plus tu inventes des formules qui peuvent être utiles au laboratoire, plus tu as des primes et des subventions. Donc, la task force de Ferdinand Ngongo va donc subventionner le laboratoire de recherche, va accorder des primes aux plus ingénieux. Et quel est le rôle de ce laboratoire qui fait tant de dégâts au Cameroun? Et je l'ai toujours dit, enregistrer ce direct. Beaucoup ont négligé. Ferdinand Ngongo est un stratège. Entre guillemets, entre parenthèses. C'est un homme calme, posé. Vous ne le verrez nulle part. Il affiche fière allure. Il est réservé. Il incarne même la grandeur du pouvoir. Mais il observe tous les autres hauts dignitaires. Il étudie leurs points forts et leurs points faibles et va donc les cibler en fonction de leurs points faibles. Et dans ce qui se passe donc, les conséquences sont catastrophiques. Voilà les différents clans qui se retrouvent face à cette situation où le Cameroun est pris en otage du fait de l'âge avancé du président et ceux qui sont censés le protéger, au lieu de le protéger, font semblant de le protéger, mais en profitent pour abuser de sa faiblesse, pour instrumentaliser le pays et pour le gérer à sa place. D'où donc ce que vous voyez là, des correspondances du secrétaire général président de la République, Ferdinand Ngongo, qui signe des très hautes instructions pour tout, pour la très haute information du président. Comme aimait le dit mon frère Nouma, le président Biya ne peut plus parler à son ministre d'État, Laurent Esso. Même pour parler même à ses frères et sœurs, il doit passer par Ngongo. Le président Biya est devenu sourd et muet. Il est devenu aphone. Il ne parle plus. On parle à sa place, on écrit à sa place. Le Cameroun a donc basculé vers ce qu'on appelle le pilotage automatique. Le pays est géré par procuration, par Ngongo, Cléopas Medoulou et la première dame. Il faut dire la vérité à son frère. Moi, je parle depuis, comme j'aime vous le dire, je suis mort le jour où je suis né. Je n'attends plus rien d'eux. Ce n'est point du chantage ou de la malveillance, ce n'est que la vérité. Et je mets quiconque au défi de me prouver que ce que j'ai dit est le mensonge. Si des gens ne peuvent pas dire la vérité respectueusement à notre première dame, moi je lui parle aujourd'hui en la regardant droit dans les yeux. Maman Chantal Biya. Excellence, faites attention à ce que vous êtes en train d'organiser et de faire. Tous ceux qui ont fonctionné de cette manière, ça s'est mal terminé. On l'a vu en Tunisie. On l'a vu avec Mobutu. On l'a vu avec Bachar el-Assad. Je n'ai pas dit que vous êtes au même niveau, mais je dis, faisons attention à nos postures, à ce que nous faisons, parce que le monde entier nous regarde. Le peuple camerounais nous regarde. Rien ne se cache, tout sortira. Alors, dans cette gestion opaque, calamiteuse, instrumentalisée du pays, il y a plusieurs clans qui sont nés. Il y a le clan
le plus fort, c'est le clan Nanga, constitué de Ngongo. Et Ngongo tire sa force de qui? De la maman, la première dame. Maman Chantal Biya, que je respecte, mais je lui dis la vérité. La force de Ferdinand Ngongo vient de la première dame. Ceux qui discutaient, qui doutaient, disaient que non, ils sont en froid. Vous avez vu la première dame partir de Toudi pour aller assister au mariage de la fille de Ngongo à Nyomolembe, rabaissant même son statut. Au lieu que ça soit eux qui viennent au palais, elle se déplace. Vous venez donc dire que oh, Ngongo ne s'entend plus avec la première dame, il est en disgrâce. C'est faux. Ngongo est l'éminence grise de la première dame. C'est son stratège. Ngongo élabore les stratégies. Cléopas Medoulou verrouille, s'occupe, prend des rendez-vous, observe. Ngongo élabore des stratégies. La première dame décide. Et le pays tombe pourquoi? Je n'insulte pas la première dame. Ngongo, lui, il a fait des études. Il manipule la première dame. La première dame, c'est une maman. Bon, elle n'a pas un haut niveau d'instruction. Et c'est pour ça que vous voyez des décisions illégales. Or, la loi anticonstitutionnelle sont prises. Et Ngongo, lui, il s'en fout. Ça va retomber sur la première dame. Vous avez vu quand Bachar el-Assad est tombé là. Est-ce qu'on vous parle du secrétaire général de la présidence de la République? Non. On parle de Bachar el-Assad et de sa femme. Vous avez vu au Gabon, Oligui Nguema, qui vient au Cameroun là, salue Paul Biya, la première dame, a pour otage la femme de son patron lorsqu'il était commandant la garde présidentielle, Sylvia Bongo. Les deux prisonniers et otages d'Oligui Nguema sont le fils d'Ali Bongo, Noureddine Bongo et Sylvia Bongo. Pourtant, il était à leur service, Oligui Nguema. Alors, Oligui Nguema s'en fout carrément d'Ali Bongo lui-même. Mais Oligui Nguema a le sang aux yeux contre l'ex-première dame du Gabon et le fils d'Ali Bongo. Des gens ont déjà tout fait pour qu'on les libère. Il ne veut pas les lâcher. Mais il s'en fout d'Ali Bongo. Cela en dit assez long sur ce qui s'est passé au Gabon et sur ce qui semble se passer au Cameroun que personne n'ose dire. Parce que vous avez peur. Je n'ai pas insulté la première dame. Je lui rafraîchis la mémoire que ce qui se passe est su et connu. Qu'elle fasse un peu attention parce que les Ngongos sont malins et ils ont un niveau d'études élevé et ils la poussent vers la faute et ils la manipulent. Et tout ça, elle sera comptable et gestionnaire. Vous avez vu même au Zimbabwe, avec Mugabe et grâce Mugabe, ce qui s'est passé. C'est pour ça que quand moi je vois la première dame, je vois sa progéniture, ça me fait pitié. Il faut absolument que la première dame sorte de cette cadence infernale. Elle croit qu'elle est forte. Moi, quand je regarde la première dame, des gens m'ont dit, la femme si même, ouais. Est-ce qu'elle voit même ce qu'il y a autour d'elle? Est-ce qu'elle sait qu'elle est dans un fiel à mer et qu'elle est avec des crocodiles, des dinosaures, des caïmans? Elle fait la fête, elle monte, elle descend et préside des trucs. Alors que quand nous, on voit sa situation, nous, on se dit, ouais, la maman, si elle est encerclée, nous avons pitié d'elle pour la suite. Nous continuons donc. À travers donc cette gestion, le président Biya, fatigué, vieux, Kakoshim, s'est dit, je fais confiance à ma femme. Pendant mes vieux jours, elle va veiller. Mais il se trouve que la première dame laisse des gens faire n'importe quoi et est en train de tout orienter vers elle. Elle sera comptable de tout ce qui se passe. Cléopas Medoulou là-bas, ses frères, le colonel Evina là-bas, Ngongo dans le laboratoire là-bas. Je vais parler un peu du laboratoire de Cléopas Medoulou. Qu'est-ce qui se passe avec Cléopas Medoulou? Le petit intendant, le jeune intendant. Ils ont instauré un système au palais. Le système de payer les cotisations. Donc, on recense tout. Ngongo, dans son laboratoire, cible des gens. Il envoie des filles, des prostituées, des pseudo-hommes d'affaires. Vous avez remarqué, on vous a dit une fois que Ngongo maintenant s'est implanté à Dubaï. C'est là-bas qu'il a sa fortune. Et vous allez voir
des hommes d'affaires partis du néant qui font dans le blanchiment de l'argent. On va vous parler de Lieb Limal. Comment on l'appelait encore là? Parfait Sim. On va vous parler de Steven Bienou. Des gens partis du néant. Ils se retrouvent avec beaucoup d'argent. C'est le réseau des hommes d'affaires de Ngongo. Et ces gens vont s'installer où? À Dubaï. Là où on dit que Ngongo désormais a gardé sa fortune parce que Ngongo a peur de l'Occident. Ils sont surveillés. Ils sont en indélicatesse avec l'Occident. C'est pour ça que ces deux hommes d'affaires viennent monter des fausses affaires, deviennent trop riches et vont s'installer à Dubaï. Au moment où la justice commence à s'intéresser à eux, ils se sauvent, ils vont à Dubaï. Ce sont des hommes d'affaires version Ngongo. Ils ne font aucune affaire. Et dans le laboratoire de Ngongo, il a monté des bordels. Ces bordels sont chargés de cibler des personnalités. Parce que à travers la gestion parallèle du pays, il y a plusieurs clans qui se sont formés. Il y a, comme je vous le disais, le clan des Nanga, chapeauté par la première dame, avec son éminence grise Ngongo et son homme de main, Cléopas Medoulou, et d'autres, le colonel Evina. Il y a donc une résistance qui s'est organisée face au clan Nanga, chapeauté par la première dame Ngongo et le Cléopas Medoulou. C'est le clan Boulou. Le clan Boulou, avec tête de gondole, Ayolo. Les Bonivans, les Vumoku, les Mokulu, la galaxie du président Paul Biya, sa famille biologique. Ils sont désormais en rupture de banc, en conflit ouvert avec les Nanga. Parce qu'au départ, ils ont négligé. Comme les Nanga sont en train de les supplanter de leur damer l'opium, le clan Boulou se réorganise donc pour faire de la résistance. Donc, clan Nanga, clan Boulou. Et dans ce clan Boulou, vous verrez, il y a le commandant de la garde présidentielle. Lui résiste un peu. Parce que comme il a les armes, il a la GP. Ayolo a encore un peu la confiance du président, mais il reçoit des instructions du petit Cléopas Medoulou. Il y a donc un troisième clan qui s'est créé, le clan des rebelles. Le clan des rebelles. Dans ce clan, il y a notre brave premier ministre, Dion Ngouté, qui est devenu leur cible, l'homme à abattre. Dans ce clan, il y a les Motazé et autres, le clan des rebelles. Oui, Dubaï est devenu la plaque tournante du blanchiment d'argent pour le clan Nanga, pour Ngongo et le reste. C'est là-bas que tous se réfugient pour aller gérer l'argent de Ngongo et du clan Nanga. Alors, le clan Nanga actuellement est le plus fort, le plus féroce. Je vais vous dire pourquoi. Il y a le clan Boulou qui essaye de résister, mais c'est chaud, c'est dur. Voilà. Et il y a donc le clan des rebelles avec l'actuel premier ministre. Pourquoi l'actuel premier ministre leur résiste avec les Motazé? Le premier ministre a compris leur point faible. Dans les lois constitutionnelles du Cameroun, chaque grande décision, il faut le visa du premier ministre. Alors, le président Biya, en mettant en place ce système, ne savait pas qu'on va en arriver là. Il savait que la majorité est toujours du côté du RDPC et contrôle le premier ministre. Comme il est fatigué, le premier ministre a donc dit, faites ce que vous faites là-bas. Dès qu'un dossier arrive à la primature, il faut le visa du premier ministre. Le brave Dion Ngouté ne signe pas. C'est pour ça que vous voyez dans les hautes instructions, rien ne passe sur Dion Ngouté. Ferdinand Ngongo, qui a dans son laboratoire, est obligé de contourner via les très hautes instructions la gouvernance par procuration et délégation parce que le premier ministre Dion Ngouté les attend au tournant. Pour qu'un acte soit validé, il faut qu'il y ait le visa du premier ministre. Quand l'acte arrive à la primature, Dion Ngouté ne signe pas. C'est pour ça que tout est bloqué. Tout est bloqué. La douane, les impôts, les nominations, les gens ont atteint l'âge de la retraite. Personne ne part. Le pays est bloqué à cause de ça. Donc, les rebelles résistent. Le valeureux Dion Ngouté, qui va devenir leur cible. Le laboratoire Ngongo réfléchit et travaille par rapport à Dion Ngouté pour le finir. D'ailleurs, certaines langues disent que c'est lui l'homme qui a le vent en poupe actuellement.
Parce qu'ils ont neutralisé Franck Biya. Ils ont neutralisé les autres, tels que je vous l'expliquais tout à l'heure là. Il y a le clan des rebelles. Il y a le clan des soumis. Dans le clan des soumis, dans le clan des soumis, ce sont ceux qui acceptent la compromission. On les nomme. Ils volent, ils pillent, ils partent payer ce que j'appelle les cotisations au palais. Ils donnent de l'argent. Tu voles, tu pilles, tu vas payer. Tu donnes au réseau Nanga. On te couvre. C'est pour ça que personne n'est sanctionné, personne n'est puni, personne ne va en retraite. Le pays est pris en otage. Ils volent des milliards. On leur verse des milliards. Ils les gardent à Dubaï. On ne sait pas ce qu'il y a dans leur tête. Ce qu'ils sont en train de préparer. Entre-temps, les Camerounais meurent de faim. La misère va galopante. Ils viennent faire la mise en scène. Ils offrent des dons, des trucs, le spectacle. Ils sont en train de détruire, de piller le pays. Donc, je vais vous parler de quelques noms dans ce clan des soumis. Vous allez voir quelqu'un comme l'inamovible percepteur de l'ambassade du Cameroun en France. Tout le monde sait de qui je parle. Lorsque ce monsieur va au Cameroun, est-ce que vous savez qu'il est gardé par la garde présidentielle et la sécurité présidentielle jusque dans son village à Bangante, dans le Ndé, Bangoulap. C'est le coffre-fort du clan Nanga. C'est le coffre-fort du clan Nanga, de la galaxie de la première dame Kétchanké. C'est pour ça que mon père Ngini, l'ex-ambassadeur, n'a pas compris. Quand il a voulu exposer Kétchanké, ça a mal tourné, ça s'est retourné contre lui parce que le véritable ambassadeur du Cameroun en France s'appelle Kétchanké. Et ne voyez pas les trucs que Koumou fait là. Le véritable ambassadeur du Cameroun en France s'appelle Kétchanké. Quand il va au Cameroun, il est gardé par la GP. Escorté, tous ceux qui sont là-bas le savent. Et vous savez qui est Kétchanké? Kétchanké a épousé la même femme. Kétchanké a la sœur de la femme de Niat, l'ami du président Biya, le président du Sénat. La femme de Niat et la femme de Kétchanké sont des sœurs, même père, même mère. Et Niat est l'ami de Paul Biya. Donc, c'est pour ça que tout tourne autour de l'ambassade du Cameroun en France. Les devises, l'argent. Cet argent-là est récolté et déposé auprès de la galaxie Nanga. Comme vous voyez, Brenda là, elle monte et descend. Elle mange avec cet argent. Kétchanké est le coffre-fort de la première dame. Kétchanké est le coffre-fort de Ngongo et du clan Nanga. Je suis sûr que si on va même à Bangoulap, dans son village natal, il y a des coffres-forts là-bas. C'est l'intouchable. Celui qui vient, qui s'attaque à Kétchanké, il est mort. Parce que c'est lui le coffre-fort des Nanga, de la première dame de Ngongo. Les petits trucs que vous voyez, Okumu fait la génération après Okumu. Okumu n'est que une espèce de bouc émissaire. C'est l'arbre qui cache la forêt. On le met juste devant. Et Okumu ne peut jamais parler à Kétchanké. Son excellence Okumu, l'ambassadeur du Cameroun en France. Ne voyez pas les costumes, les trucs là. Le véritable ambassadeur du Cameroun en France, c'est Kétchanké. Et c'est par lui que tout passe. Et c'est la plus grande ambassade du Cameroun dans le monde. Toutes les autres ambassades envoient l'argent à Paris. C'est Kétchanké, le coffre-fort. Le coffre-fort. Alors, après donc les soumis, vous allez voir ces soumis-là. Parmi eux, il y a des DG, des hauts cadres de l'armée, de la police. Ils ont atteint l'âge de la retraite. Ils sont à leur poste. Tu vas voir le directeur des douanes. Il devrait aller en retraite depuis 7 ans. Il vole l'argent, il part verser à Cléopas Medoulou, qui part lui-même verser à Ngongo, à la première dame. Et vous allez entendre que désormais, les directeurs des entreprises, on va toujours te dire, ça c'est le directeur, comment on l'appelle, de Baboké, le directeur des impôts. On l'appelle le directeur de Baboké. Le directeur des douanes, on va te dire, c'est le directeur de Ngongo. Chaque directeur a un parent. Même s'il vole, même s'il pille, même s'il fait quoi, dès qu'il verse les cotisations au palais, le bastion de la corruption, la galaxie Nanga,
Il est couvert, il est protégé. C'est la gestion villageoise, bête et sauvage du pays entre les mains d'un homme très machiavélique qui a un cabinet, un laboratoire pour concevoir des stratégies du mal. Le laboratoire de la task force de Ngongo pour neutraliser, éliminer, mettre hors d'état de nuire. Il cible les autres, il les calcule, dès qu'il les a, il tombe, il finit avec eux. Comme je vous le disais donc, dans ce laboratoire-là, il y a les soumis, le clan Nanga, le clan Buluki essaie d'organiser la résistance, les rebelles, le PM, les Motazé, les soumis, ce sont ceux qui sont là, ils volent, ils pillent, ils partent verser et payer la cotisation au palais. Ils sont toujours maintenus à leur poste. Aucun DG, aucun O4 ne peut être là. S'il n'a l'aval du clan Nanga, ils se sont organisés, ils sont repartis les rôles. Nous sommes en train de franchir le cap symbolique de s'en connecter. Merci. Il y a un autre clan qui va naître, le clan des opportunistes. Dans le clan des opportunistes, il y a ceux qui font allégeance à Ngongo. Et il y a les chauves-souris. Ceux qui font allégeance à Ngongo, ils volent, ils pillent, ils profitent. Ils volent 10 milliards. Ils viennent verser 6 milliards au clan Ngongo qui mettent à Dubaï. Ils prennent lui-même 4 milliards. Ce sont les opportunistes. Ils ont fait allégeance au laboratoire Ngongo. Il y a le clan des chauves-souris. Ils font semblant d'être avec Ayolo, d'être avec le premier ministre, d'être avec les autres. Ils versent au clan Ngongo. Ils versent au clan Ayolo. Ils sont à gauche, ils sont à droite. Quand vous entendez donc que la moitié des recettes enregistrées du Cameroun, je vais parler de ça le 29, sont détournées par une poignée de malhonnêtes, de délinquants à col blanc, de voyous qui pillent le pays. Le pays sombre, le pays tombe. Et ces gens, dans le laboratoire donc, de Ngongo, parlons de ça, la task force. Ngongo est un homme tranquille. C'est un homme charismatique. C'est un homme qui incarne la dignité. Il ne va chez personne. Il ne mange chez personne. Il ne boit chez personne. Il a ciblé tous ceux qui peuvent constituer une alternative et le laboratoire est au travail. Chacun a son rôle. Quand tu découvres une stratégie qui va neutraliser un potentiel adversaire, tu as des primes. Ngongo accorde des subventions à son laboratoire et quand il finit donc de neutraliser les microbes, il va voir la première dame, on prend la décision. Alors, je lance ici un appel à ceux qui sont là, qui mangent, qui boivent. Ils ont des gros ventres, ils vont dans les fêtes des ministres, des DG. Vous ne savez pas qui est Ngongo. Ngongo a commencé sa stratégie depuis. Ngongo a neutralisé Bolingo, perd son âme, Belingue Mvutu. Ils ont des noms de cibles. Ils ont compris que ces gens autour du président Biya, ils ne vont pas, eux, manipuler le président Biya et faire ce qu'ils veulent. Ils ont commencé par neutraliser Bolingo, Belingue Mvutu, qui était écouté par le président Biya, qui était un homme sage. C'était aussi un stratège. Ils n'aiment pas les stratèges. Quand tu es un stratège, soit tu es avec eux, soit tu meurs. Ils ont neutralisé Belingue Mvutu. Vous connaissez la suite. Par la suite, ils ont neutralisé quelqu'un que je n'aime pas. Parce que ça en est pris en moi. On l'appelait Edgar Alem Bongo. Edgar Alem Bongo était charismatique, puissant. Mais il a commis l'erreur de vouloir dévorer des gens comme moi au lieu de faire équipe avec moi pour qu'on sécurise le pays. Il faut reconnaître en Mbongo quelque chose. Il était puissant, charismatique, coriace. C'est d'ailleurs pour ça que au palais, entre la première dame et lui et les Ngongo, ça ne marchait pas. Ils ont fait partie du palais. Mais Ngongo, comme tous les écans, a été rongé par le mal de bouffer les innocents pour asseoir sa grandeur. Il nous a dévoré les mois, alors que c'était quelqu'un de très fort. Et ils ont vu. Ouais, leur stratégie, non? Moi, je reconnais, même en mes ennemis, leur qualité. Ils sont éliminés Belingue Mvutu. Ils ont éliminé Mbongo, le laboratoire Ngongo. Je continue. Le laboratoire Ngongo, qui réfléchit, qui subventionne la task force,
a éliminé Eko Maxime. Quand on parlait, il n'écoutait pas. Eko Maxime était considéré comme le disque dur du président Biya. C'était la plaque tournante. Il avait des dossiers sur Ngongo et la galaxie Nanga. Olembe Gate, Covid Gate, Kan Gate, Glencore Gate. Donc il a mis ça dans un disque dur. Il les tenait. Et Ngongo est un stratège parce qu'il calcule les points faibles de ses cibles. Il a étudié Eko. Il a vu le point faible. Ils ont manigancé l'affaire Martinez-Zogo. Donc vous connaissez tous les méandres. Amour Bellinga n'a été que le bouc émissaire utilisé dans cette affaire. Et l'affaire Martinez-Zogo visait à avoir la tête d'Eko Maxime. Tout comme l'affaire de Monseigneur Jean-Marie Bala visait à avoir la tête de Bellinga Mvutu. Comme d'autres affaires, vous vous souvenez, il y a une autre affaire qui a collé au dos de Mbongo. C'était un journaliste là, dont on soupçonnait Mbongo de l'avoir assassiné. Je crois, soit Jules Koum, quelque chose comme ça. Ils sont spécialistes dans ces montages des affaires criminelles pour faire tomber leurs cibles. Le laboratoire travaille. Ils ont des subventions. Ils ont des primes de recherche. Vous avez un laboratoire de chercheurs. Ils captent les microbes. Ils viennent avec les microbes. Ils neutralisent, ils tuent. Mais Ngongo est tranquille. Il a neutralisé Bellinga Mvutu. Il a neutralisé Mbongo. Ils viennent de neutraliser la tour de contrôle Eko Maxime. Et quand on parlait, Eko Maxime ne voulait pas écouter. Comme d'autres, comme je parle là, ils ne veulent pas écouter. Eko Maxime avait tout sur eux. Il était sûr de lui, mais il ne savait pas que ces gens le calculent. Le laboratoire de la task force de Ngongo. Oui, Jules Koum. Merci, Bana Somatel. Ils ont attendu le moment opportun. Vous savez, le laboratoire Ngongo agit comme le lion roi de la forêt. Quand le lion roi de la forêt veut manger la panthère, je vais vous amener vers les histoires de Koulou la tortue. Le roi de la forêt vient, se place là. La panthère grimpe sur un arbre et monte là-bas. Le lion l'attend pendant 4 jours. La panthère ne descend pas. Le lion fait semblant de partir. Au bout de 4 jours, quand la panthère descend, le lion vient et attrape la panthère et la bouffe. C'est comme ça que Ngongo fonctionne avec le clan Nanga. Voilà. Et ils ont donc fini avec Mbongo, Bellinga Mvutu, Eko Maxime, qui avait le disque dur. Ils ont pulvérisé Eko Maxime comme un enfant. Après Eko Maxime, ils viennent de pulvériser quelqu'un. Partagez, il faut que le direct monte. Je vous ai dit que le laboratoire de Ngongo cible les personnalités qui sont susceptibles de constituer une alternative crédible. Ils viennent de faire tomber l'un des derniers verrous de Paul Biya, le contre-amiral Joseph Fouda, mon grand. Il n'a pas compris. Ils ont étudié ses faiblesses. Ils ont vu que lui, il était un peu cupide. Il aime l'argent. Ils ont monté des gens. Le contre-amiral Joseph Fouda est tombé comme un enfant. Est-ce que vous voyez le laboratoire de Ferdinand Ngongo et de la galaxie Nanga? Des stratèges. Ils viennent de faire tomber un baobab. Le contre-amiral Joseph Fouda, le conseiller spécial de Paul Biya, qui était l'un des derniers verrous. L'un des derniers verrous. Et quand tu voulais aller vers Biya pour le manipuler, ça ne passait pas. Il triait. Donc, il n'y a plus personne. Avant cela, ils ont fait tomber notre dernier verrou, le ministre Dodo Ndoké. Le ministre Dodo Ndoké a été empoisonné par les réseaux des femmes, les bordels, les bangandos. Que tu vas entendre qu'elle est devenue riche. Elle vend les mèches, elle va en Chine, elle va à Dubaï. On les utilise. Ils vont, ils piègent les ministres, ils les empoisonnent, ils filment. Ils gardent des choses compromettantes sur eux. Le moment venu, le laboratoire capte le microbe, tac, le détruit et c'est fini. Ils passent au suivant. Ils passent au suivant. Dès qu'ils ont capturé le microbe, ils passent au suivant. Ils ont capturé Bellinga Mvutu.
Ils sont passés au suivant. Ils ont capturé Mbongo. Ils sont passés au suivant. Ils ont capturé Atangmabara. Ils sont passés au suivant. Ils ont capturé Olangana. Ils sont passés au suivant. Ils ont capturé les Polycarpe Ababa. Ils sont passés au suivant. Ils ont capturé même Marafa à l'époque. Ils sont passés au suivant. Ils ont capturé Eko. Ils sont passés au suivant. Ils ne s'arrêtent pas. Ils ont capturé mon grand Lozomlo. Ils sont passés au suivant. Ils ont capturé maintenant le comte amiral, leur dernière victime, c'est Fouda, le comte amiral. Donc, autour de Paul Biya, il ne faut pas quelqu'un qui ne soit pas Nanga. Tu n'es pas Nanga. Les Boulous essayent de résister, hein, mais ils vont les broyer. Parce que leur stratégie est la suivante. Ils savent que la fin est là. Et que s'ils perdent cette histoire, ça risque de se terminer mal. Donc, il faut tout faire pour conserver le pouvoir entre leurs mains. Oui, il faut tout faire. Ils se détruisent entre eux. Et les prochaines cibles sont déjà identifiées. Les prochaines cibles sont identifiées. Il y a le PM, John Gouté, la prochaine cible. Le laboratoire de Ngongo est en train d'étudier ses points faibles. Pour le moment, ils résistent. Ils sont en train de calculer aussi Ayolo, qui ne pèse même plus trop. Et le COMGP, lui, il résiste parce qu'il a les armes. Ngongo va neutraliser toutes ces personnes avec les conseils de sa sœur qui prend les dernières décisions, la première dame. Et pourquoi donc le pays bascule dans l'illégalité, l'inconstitutionnalité? Ngongo manipule la première dame qui n'a pas un bon niveau d'études. La première dame est émotive. Dès qu'on vient avec un dossier, on lui dit que tu as vu, Zogo parle de toi en France, il te défie, elle va appeler le patron des services secrets que le gars Mangisala même me cherche quoi au corps. Qu'est-ce qu'on peut même faire? Le patron, la DGR va lui dire, tuons-le. Ils vont aller, ils vont me tuer, mais sachant que ça fait des cadavres dans leur placard. Ce qui va leur coûter. Donc, on profite, n'est-ce pas, du bas niveau, ce n'est pas une insulte de la première dame, pour la manipuler, pour l'instrumentaliser et pour mener le pays vers la destruction, les abîmes. Parce que si la première dame avait un certain niveau, il y a des choses qu'elle n'allait pas accepter. Donc son éminence grise, Ngongo la manipule. Et tout est bloqué. Et les hautes instructions consistent à contourner. Elles consistent à contourner le verrou de la législation officielle. Comme le Premier ministre a le visa, rien ne peut sortir sans le visa du Premier ministre. Qu'est-ce qu'on fait? Les derniers auditeurs de justice qui sont sortis de l'ENAM, les magistrats, les élèves magistrats. Comment on a peur de renouveler, de changer les gens qui sont là, qui sont acquis à la cause de Ngongo, de la première dame. Ngongo va dire à sa sœur que bon, on ne préside pas le Conseil supérieur de la magistrature, qui est présidé par un dormeur là, un boulot, si c'est Minko ou qui. Ça fait 4 ans que le Conseil supérieur de la magistrature n'a pas siégé. Ngongo va donc se lever, va convaincre sa sœur de rédiger ce torchon, que contournant le visa du Premier ministre et de Laurent Esso. Disons que sur haute instruction du président de la République, il faut que les auditeurs de justice, les élèves magistrats soient affectés en attendant leur intégration. Ils prennent une décision inconstitutionnelle, illégale, lourde de conséquences. Parce que la première dame ne mesure pas les conséquences. Oui, ces auditeurs de justice et magistrats qu'on envoie auprès des tribunaux, ils s'agissent au nom de qui? La Constitution du Cameroun dit que les magistrats sont nommés, sanctionnés par le Conseil supérieur de la magistrature. On va donc envoyer des gens sur le terrain de manière illégale, rendre justice au nom du peuple camerounais de manière illégale. On va contourner le verrou du Premier ministre, de Laurent Esso, on signe les hautes instructions. Comment un pays peut fonctionner comme ça? Dans l'illégalité. Et il n'y a personne, aucune voix pour se lever et dire non, même Laurent Esso ne peut pas annuler sa ministre d'État que la haute instruction nommant les magistrats, elle est nulle et de nul effet. Je refuse. On envoie des gens de manière illégale et inconstitutionnelle rendre justice au nom du peuple camerounais. Entre-temps, les magistrats ripoux qui devraient être sanctionnés sont là. Ils volent, ils pillent, ils détournent. Et c'est comme ça que le pays est bloqué à cause du clan Nangangongo qui induit en erreur notre première dame qui n'a pas
une forte expérience de l'administration. Tout le monde est soumis. Tu vas voir là-bas, même le vieux Mbargangele, qu'on pensait que c'était quelqu'un, il a épousé une femme Nanga. Il a plié les chines, il est parmi les soumis. Sa femme Nanga, le téléguide, c'est elle qui sert de relais entre la task force et la police. Tous les renseignements de la police sont envoyés en Ngongo. Ils contrôlent tout. Ils contrôlent tout. Les autres sont là, ils mangent, ils boivent, ils cherchent les femmes, les bordels. Ils disent qu'ils sont des ministres. Ngongo les calcule. Comme le lion qui calcule la panthère. La panthère en haut dans l'arbre, elle tourne, elle tourne. Le lion fait semblant de partir. Dès que la panthère descend, le lion l'attrape. Tous sont tombés dans le piège de Ngongo. Et c'est comme ça que je vous disais que Ngongo les aura un à un, jusqu'à ce qu'il élimine tout le monde. Et qu'il ait un boulevard qui s'ouvre à lui, parce que Ngongo sait bien que, avec la galaxie Nanga, que si le pouvoir leur échappe, ils seront pendus. Ce n'est pas moi qui vais les pendre. La plupart seront exécutés, mis en prison. Ils vont crever. Ce n'est pas moi. Je ne le souhaite pas. Donc, pour eux, ils jouent leur survie. Ils ne peuvent pas lâcher. Ou ils gagnent, ou ils perdent et ils périssent. Tous. Donc, quand vous voyez les Ngongo là, ils jouent leur survie avec la première dame et le reste. Mais ils s'y prennent mal. Ils s'y prennent très mal. Et le pays est en train de sombrer. On te nomme directeur. C'est pour ça que vous voyez la fausse bagarre qu'il y avait entre Nganou Djoumessi et Mbargangele. Oui, je vais aborder ce sujet. Mbargangele accuse Nganou Djoumessi qu'il a allé à Moutengene, il n'y a pas de route, c'est monté, c'est descendu. Nganou Djoumessi lui dit, et toi-même, les cartes d'identité de plus de 4 millions de Camerounais. Mais les deux vont se retrouver, ils vont s'embrasser et boire du Dom Pérignon, des ruinards ensemble. Ils font semblant. Alors, j'ai été édifié par le problème des cartes d'identité des Camerounais. Et j'avais pris position sur cette affaire pensant que c'était à cause des faux actes. Non. Des gens m'ont appelé, m'ont donné des éléments. Qu'il y a même des Camerounais n'ayant pas de faux actes qui n'ont pas leur carte. Plus de 4 millions de Camerounais. Où sont les cartes des Camerounais? Le doyen Mbargangele, on pensait que c'était un ancien qui n'a peur de rien. Lui-même s'est plié au lobby Nanga par rapport à sa femme Nanga. Il s'est plié, il a plié les chines. Il n'y a plus personne. Ngongo a déjà placé ces gens partout, la DGRE, les directions. Tout ce que vous voyez là, c'est les directeurs. Ils vont payer la cotisation. Même s'ils volent, même s'ils pillent les Nganou Djoumessi, ils payent l'argent auprès du clan Ngongo, la première dame. Moi, je le dis. Oh. Et dès que tu veux les toucher, un ordre vient, on dit, tu ne touches pas, on sort le billet. On vous moleste, on vous tape correctement. Vous avez vu, quand Mbargangele veut aller agir auprès de, si c'est le famous, le truc de Eran Mos, le billet est sorti, il y a eu la bagarre. Des inspecteurs des impôts qui veulent agir pour faire des contrôles fiscaux, des redressements, on sort le billet, on les bastonne. À la douane, c'est pareil. Le pays est devenu un cartel. Dès que tu peux payer la cotisation, dès que tu payes la rançon, vol, tu payes, rien ne va t'arriver. Dans toutes les administrations, rien n'a été renouvelé. Le Conseil supérieur de la magistrature n'a pas été présidé depuis 4 ans. Mais le président bien assiste à des sommets à l'étranger, mais ne peut pas présider le Conseil supérieur de la magistrature parce que le clan Nanga ne veut pas qu'il y ait des nouveaux magistrats, qu'on bouge les magistrats, parce qu'ils ont placé leurs magistrats. Et s'il y a des nouveaux, ils peuvent s'intéresser à leur gabégie, à leur forfaiture, et ils risquent gros. Ils maintiennent le système tel quel. C'est le statu quo. Ce que j'aime appeler l'immobilisme idéologique. Ce que j'aime appeler la corruption idéologique, le pillage idéologique. Oui, rien ne bouge. D'ailleurs, on m'a dit que Dodon Doke était mort. Pourquoi? C'est là où on a failli faire un remaniement. Il était annoncé pour remplacer Ngongo. On ne sait pas, de manière bizarre, il est mort empoisonné. Aucune enquête sérieuse. On parle des bordels. Je salue mon frère Jean Bédel. Des bordels qui se font passer pour des grandes femmes d'affaires. Méfiez-vous des femmes là. Les grands nous entendaient qu'elles vendent les mèches à Dubaï, elles vendent en Chine, elles vendent les huiles de beauté. Ce sont des empoisonneuses, des tueuses officielles. Les infos que je vous donne là me viennent
des patriotes qui sont dans l'appareil sécuritaire, qui disent qu'ils en ont marre. Tel que je vous le révèle là, elles empoisonnent, filment, elles tuent. Il y a des gens qu'on tient, qui ont couché avec ces bordels, on les a filmés. On a donné les images, on leur fait le chantage que le jour où tu fais un mec, on met ça dehors. Voilà la situation, l'état du pays, ce 24 décembre, mardi 24 décembre 2024. Et c'est dans ce pays que vous allez voir les gens, ils montent, c'est monté, c'est descendu, c'est allé à gauche, c'est allé à droite. Regardez la propre famille de la première dame. Les gens pensent que nous nous moquons de Brenda. Non, elle peut être malade, on me parle si c'est la thyroïde, on me respecte, moi-même j'ai des enfants. Mais regardez un peu, si les Nanga ne peuvent pas s'occuper de leurs propres enfants, regardez l'état de Brenda. Brenda, c'est comme si elle est atteinte d'apoplexie. On va continuer notre direct. On ne va pas s'arrêter là. On va le poursuivre, il ira jusqu'au bout. Ils l'ont interrompu. Voilà, mais je continue. On dirait que Brenda est atteinte d'apoplexie. On ne va pas s'arrêter là. Voilà. On va le poursuivre, il ira jusqu'au bout. Ils l'ont interrompu. Voilà. On dirait qu'elle est atteinte d'apoplexie. Vous avez vu ces photos, ces transformations au quotidien. Elle a changé. Ils ont sorti le dire, mais je continue à parler. C'est comme si elle était atteinte d'apoplexie. Je ne me moque pas d'elle. Brenda boit, commet tous les excès, fume. Et le comble du malheur, à la présidence de la République, elle vient avec des filles qui sont des lesbiennes. Au cœur de la République du Cameroun. Elle parade avec eux, elle se promène. Il n'y a personne pour lui dire que ce que tu fais là est inacceptable. Pourtant, il y a des gens qui sont allés en exil, qui ont été jetés en prison. Brenda traîne toujours des lesbiennes avec elle. Je n'ai rien après les lesbiennes. Elle monte, elle descend, elle mange avec l'argent du contribuable camerounais. On sort des lois vous exigeant d'aller payer vos impôts. Allô? Oui, vous avez... Vous êtes où? D'accord, je viens là tout de suite. Alors, il n'y a personne pour lui dire que ce qu'elle fait là n'est pas acceptable, ce n'est pas bon. Non. Non. On la laisse faire, mais on vous demande de payer les impôts pour l'entretenir. Et avec ces impôts, elle boit, elle fume la drogue, elle cherche les lesbiennes. Elle vient avec les lesbiennes au palais présidentiel. Elle est escortée. Dans la République du Cameroun, il n'y a personne pour parler. Comment voulez-vous que quelqu'un aime les Camerounais si ses propres enfants, ils n'arrivent pas à les gérer, à les encadrer? On voit de telles dérives. Regardez comment elle est devenue la fille du président de la République, comme si elle allait exploser, comme si elle était atteinte d'apoplexie. Je ne me moque pas d'elle, ça me fait de la peine. Je suis parent moi-même. Tout ça est terrible. Les gens laissent faire, personne ne parle. Le pays est dirigé à volo. Une république parallèle s'est installée. Des gens sont là, ils ne parlent pas, ils ne disent rien. Le pays sombre et coule. Le pays sombre et coule. Personne ne parle, personne ne dit rien. Des voleurs pillent. Ils payent la rançon, on les laisse, on les couvre. Aucune administration n'a bougé. Les gens ont atteint l'âge de la retraite dans l'armée, dans la police, dans l'administration fiscale, la douane, tout ce que vous imaginez. Personne ne va en retraite. La magistrature suprême, c'est l'immobilisme. Le président Biya ne peut même plus présider une finale de la Coupe du Cameroun. Il ne préside plus aucun conseil des ministres, rien, rien, rien. On est toujours là. Ngongo prend des décisions sur haute instruction pour contourner le visage du Premier ministre. Dès qu'il s'agit des magistrats, haute instruction. Dès qu'il s'agit
des impôts pour que l'argent aille haute instruction, tout c'est sur haute instruction. Et vous me dites que ça c'est un pays, les gens sont là, ils se taisent et ils cautionnent ça. Ça ne peut pas continuer comme ça. Ça ne peut pas continuer comme ça. Et comme moi je vous le disais, nous faisons notre rôle sans haine. J'en appelle donc au Boulou et au Nanga que nous voici. 2025 approche. Les Nanga sont déterminés, placent les leurs partout. Les Boulous veulent résister. Le reste des Camerounais vous regarde. On vous observe et le monde entier vous regarde. Rien ne se cache, rien ne se perd. Tout se conserve. Nous vous regardons. Nous attendons voir la fin du film. Et dans beaucoup de films, l'acteur meurt dans son propre film. Comme vous le savez, la machine étatique est bloquée. Mes frères, rien ne mange, rien ne marche. Tout est bloqué. Tout. Donc, je m'adresse à ceux qui sont encore là, qui pensent que dans ce système, ils représentent quelque chose. Vous ne représentez rien. Ils sont en train de mettre leurs enfants. Vous avez vu les Mia, c'est les fils de Sumbu Angoula, directeur de l'ENAMO. C'est les fils de Motazeo. Donc, ils ont fini de mettre leurs enfants et mettre maintenant leurs petits-enfants. Et ils viennent toujours vous dire que non, on est tous des Camerounais, on est ensemble. On n'est pas ensemble. Nous ne sommes pas ensemble. Moi, je me désolidarise d'une gestion aussi calamiteuse, aussi villageoise. Je dis non, je ne suis pas d'accord avec ce fonctionnement imposé aux Camerounais. Préparez votre transition calmement. Le système est presque une chaîne. Vous vous tenez, mais le moment venu, vous allez lire l'heure. Le Cameroun est devenu le pays de la médiocrité par excellence. Regardez le dernier concours d'agrégation en médecine. Aucun Camerounais. On est les derniers. Nous sommes devenus la risée du monde entier. Parce que tout est dans le cafouillage, la fraude, la corruption. Les cartes d'identité, 4 millions de Camerounais n'ont pas de carte. Ils n'ont pas de faux âges, ils n'ont rien. Que fait Mbargangele? C'est parce que les marchés sont donnés aux membres de la famille qui volent, qui pillent et qui ont détourné l'argent. Et maintenant, les machines qu'on devrait acheter, les prestataires qu'on devrait payer pour faire les cartes, il n'y a plus l'argent. On tient les Camerounais. C'est l'incompétence, c'est l'imposture, c'est l'incurie. À tous les niveaux, quelqu'un va à l'hôpital, on te dit il n'y a pas le coton, il n'y a pas l'alcool. Il faut payer, il faut faire ça. Parce que ceux qui gagnent ces marchés sont des membres des familles de la galaxie Ngongo des ministres. Ils détournent tout et il n'y a rien, vous devez payer. Pourtant, il y a eu un budget voté pour ça. Jusqu'à quand allons-nous continuer à fonctionner de cette manière-là? Et nous sommes là, nous nous réjouissons. Paul Biya, oyez, Première Dame, oyez, l'arbre de Noël, non. Ça doit cesser, ça doit s'arrêter. Sinon, la fin risque d'être catastrophique pour tout le monde. Cette fin est inéluctable. On ne peut pas gérer un pays de manière aussi amateur, de manière aussi injuste, inique, incompétente, dans la gabégie, et s'attendre à une fin glorieuse. Non, ça va très mal se terminer. C'est pour ça que moi, je préfère vous mettre en garde. Il est temps de stopper la spirale. Il est temps d'arrêter tout ça. De faire amende honorable, de reconnaître que vous êtes trompé. Et le peuple verra. On ne peut pas continuer comme ça. Vous êtes enrichis. Vous avez déjà beaucoup d'argent. Vous avez placé vos enfants. Que voulez-vous d'autre? Que voulez-vous d'autre? Et dans tout ça, les gens sont toujours là en train de vous soutenir, non? Le président Biya ne peut plus. En 2025, il est utilisé, fatigué, Kakoshim. Je soutiendrai tout anglophone qui viendra. Que ce soit le premier ministre Dion Ngouté ou Akere Mouna ou que sais-je encore. L'heure est venue de dire non, de stopper ça. On ne peut pas continuer comme ça dans une république parallèle, opaque, villageoise, nébuleuse, où des gens prennent des décisions illégales, inconstitutionnelles, et où les gens pillent en toute impunité le pays, mais ils sont considérés comme des héros, des grands dirigeants. Des crimes sont commis, non élucidés, on accuse des innocents, on jette des gens en prison. Non. Ça ne peut pas continuer comme ça. Donc, moi, je tenais à vous le dire la veille de la fête de Noël, de la nativité. Je vous adresserai mes vœux le
29 décembre à 14 h. Que Dieu bénisse le Cameroun. Passez de très bonnes fêtes de Noël, très bons réveillons de Noël en famille. Joyeux Noël à tous les enfants du Cameroun, à tous les parents. Évitez des excès, mais ne vous privez pas de fêter dans le recueillement et dans la prière. Que ces fêtes de fin d'année soient l'occasion pour toutes les familles de se réunir, de se rassembler pour pouvoir communier et même faire la fête ensemble, de se pardonner, de penser les plaies et les blessures. Que le Dieu Tout-Puissant, grand architecte, maître de l'univers, continue à étendre sa main de bénédiction sur les pauvres Camerounais. Et nous pensons à tous les enfants du Cameroun, du monde entier, qui ne passeront pas ce Noël avec leur famille, dans la souffrance, dans la difficulté et dans la misère. Nous sommes de tout cœur avec vous, mais malheureusement, nous n'y pouvons rien. Nous faisons ce que nous pouvons et nous espérons que les choses évolueront dans ce pays pour qu'il y ait un changement apaisé, pacifique. Et ceux qui prennent en otage le pays comprennent qu'ils ont assez fait, qu'ils se retirent dans la paix, qu'ils aillent même vivre à Dubaï avec leur argent qu'ils ont pris. On ne va rien leur demander. Qu'ils laissent donc maintenant d'autres Camerounais essayer de redresser le pays, de le reconstruire. Joyeux Noël à tous, que Dieu vous bénisse. Merci.